Gérard Mordilla, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer pour parler ensemble de votre actualité. Rentrée littéraire, vous proposez un roman qui s'appelle La Brigade du Rire, disponible aux éditions Albin Michel. Première question, alors vous avez publié de nombreux romans, hein. Pour le coup, j'ai même envie de dire, vous avez l'habitude de la publication. Par contre, là vous publiez au moment de la rentrée littéraire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît parce que c'est justement excitant, il y a plein de romans, ou il y a une appréhension justement d'être noyé dans la masse? Comment vous vivez un peu cet événement? La date de publication a été choisie par l'éditeur. Exactement. Donc je suis ça, et puis je pense avoir l'esprit de compétition, donc ça m'amuse aussi de me dire, bah oui, ça va paraître en même temps que 500 autres romans, et puis bah, qui lira quoi, on verra, mais au fond, pourquoi pas? Non, ça ne m'angoisse pas particulièrement. Je pense que les livres ont cette chose magnifique de durer très au-delà de la vie qu'on leur accorde ordinairement. Donc sortir en septembre, c'est très bien. Septembre, mois d'octobre, voilà, qui sont des mois chers à mon cœur. Alors, la Brigade du Rire, il s'agit de 7 personnages. Vous nous les présentez? La Brigade du Rire est composée de 7 amis qui étaient adolescents, tous membres d'une même équipe de handball. Et donc ils se retrouvent là 30 ans plus tard pour fêter leur victoire dans un championnat contre le Rhinci, et ils n'ont jamais fêté ça. Certains se sont perdus de vue, d'autres se connaissent encore, etc. Et donc chacun est amené à raconter au fond ce qu'il est devenu, ce qui fait qu'un des personnages, qui était d'ailleurs le capitaine de l'équipe, qui s'appelle Kowalski, a hésité à venir parce qu'il ne savait pas très bien qui il allait trouver. Est-ce que ce retour serait pas comme ça? Et puis justement se colle dans la soirée où tout le monde raconte sa vie et s'amuse, fait des farces et fait découvrir des choses aux uns aux autres. Lui, il sort un papier d'un éditorialiste dans un hebdomadaire qui, prenant prétexte de la fermeture de l'entreprise où lui travaillait, de l'imprimerie où travaille l'école, fait une grande déclaration sur la nécessité de rompre avec le code du travail, de repasser à la semaine de 48 heures, d'appliquer des salaires équivalents à ceux des Chinois, etc. Donc tout le monde est un peu choqué, étonné de ça. Et puis, la soirée se poursuivant, on finit par penser qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à un type qui écrit ça. Alors toutes les hypothèses sont levées, on peut lui faire, on peut l'entarter, on peut lui piquer des sous, on peut faire ça. Puis il y en a un plus malin que les autres qui dit non, il y a une chose qu'il n'a jamais faite, ce type il n'a jamais travaillé. Ah, bah oui, il a fait des études, il a fait Sciences Po, il a intégré un cabinet ministériel, puis il est passé dans le privé, devenu éditorialiste, et maintenant il fait ça. Et donc ils vont le kidnapper, et puis l'installer dans un atelier sous le garage de l'un d'entre eux. Et là, ils ont monté une perceuse à colonnes, et ils vont le faire travailler très exactement selon les critères qu'il définit, avec tout ce qu'il faut, la rentabilité, la compétitivité, les semaines de 48 heures, le travail le dimanche, pas d'heures supplémentaires payées, etc. En mettant en application donc ce que cet éditorialiste écrit régulièrement dans son magazine. Ils prennent ces éditoriaux comme la Sainte Bible et ils lui disent voilà, on va faire exactement ça. Et ils le payent. Il le paye tel qu'il a défini les salaires, bien entendu, c'est-à-dire le SMIC moins 20%. Et il a bien entendu aussi des objectifs. Il doit faire, c'est énorme, hein, 600 pièces à l'heure pour percer des plaques de duralumin. Ça ne laisse pas un instant pour respirer. Mais c'est ce qu'il réclamait. Il disait les ouvriers français ne sont pas compétitifs. Enfin, ce qui est, bien entendu, un mensonge éhonté. Mais on lui applique ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, d'une certaine façon, va résister. C'est-à-dire qu'il va se faire fort de réussir ce qu'on lui impose. Et puis finalement, il va presque prendre goût à faire ce travail qui est un travail terrible, répétitif, empreint de taylorisme, quoi. Donc il va le faire. Et donc la relation entre eux est très spéciale, bien entendu. Alors comment est née cette idée folle? Parce
qu'elle est géniale. Cette idée, elle est née de... Bon, souvent chez moi, enfin non, toujours, je dirais pas souvent, toujours, les choses partent d'une image. Et si je dis exactement les choses, ce livre, aussi étonnant que ça paraisse, est venu parce qu'un jour, dans un bar derrière les Champs-Élysées, où j'avais rendez-vous avec un distributeur de films, il y avait une femme au bar toute seule, pas une prostituée, une femme qui était là et qui... Or, cette image très étrange, enfin, parce qu'en France, c'est pas une habitude, c'est une image récurrente dans le cinéma américain, de la femme seule au bar. Non, bon. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a amené cette femme-là? Et ça, c'est le vrai point de départ. Et ensuite, bien entendu, j'étais personnellement très choqué d'entendre des responsables politiques, des éditorialistes, voire des soi-disant philosophes, tenir un discours sur le travail, sur les salaires, etc. Or, tous ces gens ignorent ce dont ils parlent, c'est-à-dire ce qu'est la réalité de 17 ou 20 millions de salariés français. Ils n'ont pas la moindre idée, ils peuvent en avoir une idée à travers des rapports, à travers des textes, mais pratiquement, ils ne savent pas ce que c'est. Prenons le meilleur exemple. Monsieur Hollande, le président de la République, n'a jamais travaillé de sa vie. Il a fait des études, il a fait l'ENA, il a fait la sous-préfecture, il a fait le Conseil d'État, il a fait les instances dirigeantes du Parti socialiste, élections locales, élections nationales. Il n'a jamais eu réellement quelque chose qui soit ce qui est l'ordinaire du travail. Il n'a pas la moindre idée. Alors voilà, quand il y a des journalistes, il fait semblant de faire des courses, mais il n'a jamais fait de courses de sa vie. Madame Lagarde, qui avait fait des hauts et des bas devant un supermarché, c'était à la fois très drôle, parce qu'on voyait qu'il n'avait jamais mis les pieds de sa vie, et ensuite c'était pathétique de s'être prêté à ce genre de farce. Et alors je me suis dit, ben voilà, eux ils vont faire ce que nous rêvons tous de faire, et ils vont appliquer ça. Et cette idée-là, qui était une idée, par exemple, Varlin l'avait eue pendant la Commune, mais d'autres l'ont eu aussi, de faire travailler ça. Jaurès l'a eu aussi. Enfin, c'est une idée qui court toujours de se dire, il faut savoir de quoi on parle, tout simplement.